Pour évoquer les propositions des socialistes sur la République et ses valeurs et sur le principe de laïcité et la loi de 1905, je vous présente très rapidement nos invités. Isabelle Tissin-Jean, bonjour. Bonjour. Isabelle, tu es secrétaire nationale en charge des études. Jérôme Gage, bonjour. Bonsoir. Jérôme, tu es secrétaire national à la laïcité et au pacte républicain. Enfin, Hélène Conway-Mouret, bonjour. Bonsoir. Hélène, tu es secrétaire nationale à la Défense et tu es vice-présidente du Sénat. Chers auditeurs, je vous indique que les propositions qui seront présentées feront l'objet d'un vote sur nos réseaux sociaux. Le vote est d'ores et déjà ouvert et je vous annoncerai les résultats à l'issue de ce plateau. Pour vos questions, je vous rappelle notre hashtag live des idées. Vous pouvez aussi nous adresser vos commentaires sur notre Facebook et également sur YouTube. Je poserai à nos invités les questions qui auront suscité le plus de commentaires et qui seront majoritaires dans vos propos. Je me tourne tout de suite vers Isabelle. Isabelle, faut-il restreindre la question du séparatisme à la laïcité ? Est-ce que c'est là l'approche du Parti socialiste ? Alors, d'abord, je vais peut-être revenir expliquer aussi la démarche qu'on a eue d'audition. Donc, on a fait tout un travail d'audition. En fait, il y a un petit moment, on a fait plus de 35 auditions, et en essayant vraiment à la fois d'interroger des chercheurs, des acteurs associatifs, des experts, des intellectuels, des membres, des représentants des différentes confessions, et vraiment d'entendre tous les points de vue pour essayer de clarifier les choses. Et la première chose qu'il faut faire, c'est un exercice de clarification. Il faut comprendre ce que c'est que la laïcité, et vous y reviendrez, mais il faut comprendre que la laïcité naît de la modernité, c'est-à-dire ce moment où on affirme le sujet, la subjectivité, on affirme la liberté, on affirme l'égalité, et la laïcité, ça va être cet instrument absolument central du pacte républicain qui va permettre d'inscrire, si vous voulez, dans la République, des individus qui sont des individus libres et égaux en droit et qui ont cette liberté de croire ou de ne pas croire, avec une spécificité française qui est la laïcité à la française, c'est-à-dire la neutralité de l'État. Une fois qu'on a compris ça, et une fois qu'on a compris donc comment ça s'inscrivait dans un corpus juridique sur lequel vous allez revenir. Une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi que ça n'épuise en rien le pacte républicain. Et qu'à côté du principe laïque, eh bien, il y a le principe de la recherche d'une égalité sociale, la question sociale, qui a la question écologique, qui a la question du féminisme, et que on pouvait, et que même pour porter les combats qui sont les combats de la gauche, c'est-à-dire notamment le combat pour l'égalité et pour la justice sociale, le principe de la laïcité était cet élément qui permettait de le déployer et de le porter. C'est le moment Jaurès. Jaurès, qu'est-ce qu'il fait en 1904-1905 ? C'est précisément, il affirme pour dire il faut à partir de là, traiter la question sociale. Et ce que ça permet aussi de comprendre, enfin ce qu'on a pu comprendre à ce moment-là, c'est donc il n'y a pas d'opposition du tout entre le combat contre les discriminations, et y compris lorsqu'elles sont appuyées sur une appartenance religieuse, et c'est l'une des problématiques du moment. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'affirmation de la laïcité et cette volonté de combattre contre ces inégalités, mais au contraire que la laïcité était plutôt un moyen. Et ce que ça nous permet aussi de comprendre, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, c'est que la laïcité avait aussi en ce moment beaucoup de faux amis, de gens qui instrumentalisent la laïcité. Parce que c'était quand même curieux de se retrouver avec le Front National qui défend la laïcité. Et en fait, pourquoi le Front National fait ça ? Pourquoi le Front National revendique la laïcité ? En fait, il revendique la laïcité comme une espèce de voile, un voile pour masquer
en fait toujours la même chose, ces idées nauséeuses qui sont des idées qui visent, alors ça a été l'étranger, ensuite l'immigré, et aujourd'hui c'est le musulman. Et il fallait qu'on se réapproprie la laïcité, tous à gauche. Et il n'y a pas... je veux dire, à partir du moment où on porte les combats qu'on porte à gauche, c'est-à-dire celui de l'égalité et de la justice sociale, on se réappropriait ce combat pour être plus fort. Et qu'à partir de là, on se battait aussi contre d'autres ennemis qui utilisent... d'autres adversaires, là je ne vais pas les appeler des ennemis, mais des adversaires, d'autres adversaires qui sont... à côté, bien sûr, hein, et je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, les adversaires de la laïcité. Hein, tous ceux qui, aujourd'hui, veulent, pour des raisons diverses, attaquer la laïcité, mais qu'il y avait aussi d'autres adversaires, je ne s'y maîtrise pas, mais j'identifie, d'autres adversaires, qui sont ceux qui brandissent la laïcité pour ne pas traiter la question sociale. Et que notre responsabilité à gauche, c'est à la fois d'affirmer la laïcité, mais en même temps d'aller s'emparer de la question des inégalités et de la justice sociale, parce que je crois que beaucoup qui sont derrière l'écran et nous tous autour de la table, ce qui nous le bide, hein, si vous me passez l'expression, ce qui fait qu'un jour on a décidé de devenir socialiste, c'était le combat pour... la justice sociale et l'égalité. Merci Isabelle. Je me tourne vers Jérôme. Dans quelle mesure la loi de 1905, elle est effectivement protectrice ? Il faut d'abord commencer à la caractériser comme telle. La question sur la laïcité, on l'a parfois sortie du champ originel qui était le sien, c'est-à-dire celui du droit. C'est d'abord et avant tout un cadre juridique protecteur. Et parce que c'est un cadre juridique protecteur, elle est unificatrice. Il faut toujours faire résonner les mots de la loi du 9 décembre 1905 dont nous fêterons dans quelques jours le 115e anniversaire. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. C'est donc bien une loi de liberté. Liberté de croire et liberté de ne pas croire. Et pour assurer cette liberté de conscience, celle qui permet d'exercer le libre arbitre en son fort intérieur, alors il faut immédiatement entraîner la neutralité de l'État, la protection de l'influence de l'un envers l'autre. C'est le sens de l'article 2. La République ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. C'est donc bien ça qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas un étendard, c'est pas un catéchisme, c'est pas un dogme qu'on brandirait contre d'autres dogmes. Si on fait ça, alors la laïcité, elle n'est plus ce cadre unificateur, elle n'est plus ce cadre émancipateur, elle n'est plus ce cadre qui relie l'ensemble des Français comme citoyens égaux soumis à une loi expression de la volonté générale. Si on brandit la laïcité contre telle ou telle partie de la société, alors on la rend, pardonnez-moi l'expression, elle n'est plus désirable, elle n'est plus perçue comme ce qu'elle doit être, à savoir cet outil de protection absolument essentiel. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent, et ce n'est pas qu'une pétition de principe, la loi, toute la loi, rien que la loi. Après, il y a ça veut dire quoi, justement D'abord, ça veut dire... La loi pour tous. Ça veut dire d'abord rappeler les principes de ce que c'est cette loi de protection, ce cadre juridique. Et quand on énonce ces principes, parfois on a l'impression qu'ils sont un peu incantatoires. Et moi, avec d'autres, et c'était des éléments du travail qui a été mené et qu'on mettra à la discussion collective, il faut aussi que ce cadre protecteur il soit bien perçu par tout le monde. On parlera tout à l'heure des enjeux d'éducation, de sensibilisation, de pédagogie sur la laïcité, mais moi je vais attirer l'attention sur quelque chose d'un peu oublié. Cette loi, on connaît tous les articles 1 et l'article 2, on connaît moins l'article 31 de cette loi, qui prévoit expressément que constitue un délit, une contravention qui peut aller jusqu'à des peines de prison, le fait de faire pression par voie de fait, par menace, par injure, à l'endroit de celui qui veut exercer son culte ou à l'endroit de celui qui ne veut exercer aucun culte. Et que donc, quand on parle d'une loi de protection, il faut qu'on dise à tous les enfants de la République, à tous ceux qui vivent ici, qu'ils sont protégés. Et que peut-être il faudrait réhabiliter, permettre aux juges de construire une jurisprudence autour de cet article, parce que c'est celui qui crédibilise l'effectivité juridique
et le message philosophique porté qui est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Après, on a d'autres sujets, on en parlera dans le reste de ce live des idées, où on n'a pas forcément besoin d'invoquer la laïcité comme métastructure. On a la liberté d'expression qui peut aller jusqu'au blasphème, qui fait que je suis Charlie ou je suis Mila, jusqu'au bout de cette liberté d'expression. On a l'égalité femmes-hommes, on a la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. On a toute une série d'outils juridiques, politiques, culturels qui nous permettent de mener une bataille contre les séparatismes et contre les entorses au pacte républicain. Mais de grâce, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, n'invoquons pas la laïcité pour mener une partie de ces combats au risque de la galvauder et au risque de la rendre moins désirable, encore une fois. Et pour qu'elle soit aussi, pour répondre à la question, et je terminerai par là, je donnais l'exemple de l'article 31 qu'il faut redécouvrir dans cette loi de 1905. Il faut aussi être très attaché au principe de l'égalité et ne pas avoir peur d'ouvrir un débat qui n'est pas forcément le plus simple, qui est celui de la pleine et entière application de la loi de 1905 partout sur le territoire national. Pour des raisons historiques, plusieurs bouts de France, en métropole ou dans les Outre-mer, ne sont pas soumis à l'application de la loi de 1905. Est-ce que 115 ans après, au nom du principe d'égalité, qui fait que dans ces territoires, selon la religion qui est la mienne, je ne vais pas être traité de la même manière, en Alsace-Moselle par exemple, les cultes reconnus sont le judaïsme, le catholicisme, les cultes luthériens, mais pas l'islam. Et donc, elle ne bénéficie pas de cette religion. Et donc, il y a une inégalité sur ce territoire. Et puis, il y a une inégalité aussi de ce territoire au reste des territoires, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane, Mayotte. Et nous le disons ici, au nom de ce principe d'égalité. Et pour qu'un jour, ces spécificités qui ont leur légitimité historique ne soient pas invoquées pour venir porter des remises en cause à ce principe de laïcité, alors ouvrons de manière apaisée, de manière progressive, de manière concertée, le questionnement sur l'application de règles spécifiques héritées de l'histoire au financement des cultes sur certaines parties du territoire. Comme pour toute question relative à la laïcité, il ne faut pas le faire de manière hystérisée, il ne faut pas le faire de manière dogmatique, il faut le faire avec cette volonté de continuer à vouloir promouvoir un cadre républicain dans lequel le principe d'égalité est central. Merci beaucoup, Jérôme. Yannick Trigans, qui est secrétaire national à l'éducation, a voulu nous transmettre une vidéo. On le sait, la question de l'apprentissage de la laïcité est devenue un sujet d'une violence inouïe. Comment on doit aborder la laïcité à l'école, comment on peut l'y renforcer. Je vous invite tout de suite à découvrir les propos de Yannick. L'école doit être confortée dans sa mission de transmission du principe fondateur de notre République que constitue la laïcité. Il faut donc aider l'école et tous les enseignants à faire partager cette laïcité aux élèves qui leur sont confiés. Pour cela, nous proposons qu'au collège, l'enseignement moral et civique se fasse à l'occasion de tout enseignement de manière transversale et ne plus être uniquement traité par les seuls professeurs d'histoire-géographie. Tous les enseignants doivent être formés à ces questions. Et puis, vous le savez, les problèmes à l'école sont trop souvent passés sous silence. Les enseignants hésitent même à pointer les dysfonctionnements à leur hiérarchie parce qu'ils souffrent d'une absence de soutien de la part de l'institution scolaire. Il faut donc en finir avec cette situation et c'est pourquoi nous proposons que les enseignants soient soutenus, y compris sur le plan judiciaire, chaque fois qu'ils font l'objet de vendettas liés au contenu de leurs enseignements. Je voudrais donner la parole maintenant à Hélène Conway-Mouret. Tu as au Sénat beaucoup travaillé ce sujet. Peux-tu nous en dire plus et surtout nous expliquer peut-être cette proposition de défenseur de la laïcité qui a été proposée récemment par Olivier Faure notamment? Oui, bonsoir. Alors, je vais d'abord faire peut-être un petit retour en arrière pour expliquer pourquoi il est absolument essentiel aujourd'hui que nous ayons une position très claire, et cela a été rappelé par Isabelle,
à la fois sur la laïcité et sur les valeurs républicaines que nous portons et que nous allons être amenés à défendre dans le débat public et dans les hémicycles à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les mois qui viennent, alors que nous serons dans une période électorale qui va nous amener à des élections au mois de juin prochain. Et cela va se faire sur un sujet qui est quand même émotionnel, puisqu'on va parler du socle de notre République, de nos valeurs républicaines, donc de cette laïcité que nous devons définir. Et je pense que le parti du gouvernement, qui est au gouvernement aujourd'hui, pourrait profiter finalement pour fracturer à la fois la droite et la gauche sur un sujet, si nous ne sommes pas capables, nous, d'être très clairs et de poser sur la table par rapport à nos partenaires politiques ce que nous entendons et ce que nous voulons défendre. Alors, revenir un petit peu en arrière, en 2018, souvenez-vous, il y a eu le discours des Bernardins. Qui a créé une grande émotion, je crois, dans le pays, quant au positionnement politique du président de la République vis-à-vis des cultes. Ensuite, nous avons eu l'annonce, au mois de novembre 2018, de son intention de réformer la loi de 1905. Début 2019, il a défini les axes de cette réforme. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes saisis au Sénat de ce sujet. Le groupe socialiste, écologiste et républicain a demandé un débat sur la laïcité. Nous avons eu trois orateurs et nous avons été plutôt déstabilisés par les réponses du ministre de l'Intérieur d'alors. Et puis, nous avons lancé un groupe de travail. Pendant 6 mois, nous avons travaillé en parallèle à ce que faisait Isabelle, avec un objectif qui était un peu différent, puisque nous nous préparions de fait à un débat parlementaire qui devait arriver, et nous voulions, au sein du groupe politique au Sénat, d'abord apaiser certaines tensions qu'il pouvait y avoir sur le sujet, parce que nous n'avions pas tous la même approche, mais également avoir des arguments forts pour pouvoir défendre ce que nous pourrions retirer de ce débat. Alors, nous avons abordé le sujet sur le plan philosophique, sur le plan politique, sur le plan historique et juridique, bien sûr, puisque nous allions aborder un texte législatif. Et l'avantage de ce travail est que d'abord cela a débouché sur en effet un groupe rassemblé autour de certaines valeurs que nous avons pu dégager, mais également une contribution thématique qui s'appelle donc 1905, toute la loi, rien que la loi, et des propositions dans les conclusions qui vont vers la nécessité absolue aujourd'hui de présenter des solutions et des propositions concrètes et non pas engager simplement un débat philosophique ou théorique sur le sujet. Donc, dans ces propositions, en effet, il y en a une qui a été retenue et présentée par Olivier Faure, et qui est un défenseur de la laïcité, qui serait à l'image en fait de ce que fait le Haut Conseil à l'égalité, qui de fait a absorbé l'Observatoire de la parité. Ce défenseur en fait ferait des propositions et des recommandations au gouvernement en rassemblant l'ensemble des instances qui existent aujourd'hui, à savoir l'Observatoire de la laïcité, le Comité des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale, ainsi que le Bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. L'idée étant d'avoir des propositions qui iraient par exemple dans la création de référents laïcité dans toutes les instances, en commençant par les ministères. Au lieu d'avoir des conseillers au culte, on pourrait avoir des conseillers à la laïcité dans les mairies. Et puis ce que nous avons pensé aussi, c'est qu'il serait bon peut-être une fois par an d'avoir des assises de la laïcité qui permettraient de faire le point chaque année sur l'évolution de la laïcité dans le quotidien des Françaises et des Français. Merci Hélène. Je rappelle que nous sommes en direct et que nous avons reçu beaucoup de questions via nos réseaux sociaux.
et nous n'avons matériellement pas le temps de revenir sur beaucoup d'entre elles, donc je vais choisir celle sur les gauches. Est-ce qu'on peut réconcilier les gauches sur la laïcité? Est-ce qu'on a la même conception que Europe Écologie Les Verts ou LFI? Alors qui s'y colle? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire de la laïcité un principe unificateur pour l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le patrimoine de celui qui vit sur le territoire national, pas uniquement comme un talisman à chérir et à préserver en le mettant sous cloche, mais en le faisant vivre, notamment par l'effectivité des principes qu'il porte. Donc on ne peut pas plaider pour que ce soit quelque chose d'unificateur, ce qui ne veut pas dire quelque chose d'aseptisé, et en même temps considérer que ça va être une ligne de fracture et de clivage avec celles et ceux dans le paysage politique dont nous sommes le plus proches. Je refuserai qu'on crée ou qu'on instrumentalise des clivages, à la condition, bien évidemment, que chacun d'entre eux partage ce socle commun au regard de ce qu'est la laïcité. Moi, j'ai ma conviction intime, je vais vous le dire, c'est qu'elle ne porte pas sur la laïcité dès l'instant où on la définit telle que je l'ai fait tout à l'heure comme un cadre juridique protecteur, mais par contre, dans l'exercice du pacte républicain et des libertés essentielles qui lui sont adossées, alors oui, probablement, sur le rapport à la liberté d'expression que j'évoquais tout à l'heure, sur la question éventuellement même de la reconnaissance du droit au blasphème pour certains, sur la question même de l'égalité femmes-hommes et le fait de placer cette exigence et notamment le refus de toute forme d'invisibilisation du corps de la femme ou d'injonction donnée à celle-ci dans sa manière d'être, alors oui, il peut exister des débats, mais comme il en existe sur plein d'autres sujets à gauche. Et je le redis, ayons ces débats, faisons en sorte que ce reste une dispute apaisée, mais qu'ils ne rejaillissent pas et ne soient pas d'une certaine manière instrumentalisés derrière cette thématique de la laïcité, parce qu'à ce moment-là, elle ne devient plus l'objet de rassemblement et d'unification qu'elle n'aurait dû jamais cesser être. Dit autrement, on peut se pouiller la tête avec certains de nos partenaires de gauche sur les questions que je viens de mentionner, parce que voilà, certains ont pu considérer que, Corinne l'évoquait à cette place tout à l'heure, des accommodements devenus déraisonnables sur la question de l'égalité femmes-hommes, par exemple, pouvaient être consentis pour, par exemple, promouvoir tel ou tel aspect. Je pense qu'on doit avoir ces discussions avec eux, mais ne pas embarquer la laïcité dans ce cadre. D'accord, merci Jérôme. Juste, on va prendre quand même une autre question. Jean-François qui nous dit « Allez, je tente et ça prouvera que c'est du direct ». Eh bien voilà, Jean-François de Lille. Est-il intelligent de parler de séparatisme, sachant que parler de ça, ça attise et ça attire le séparatisme? Alors, vas-y. Alors, pour combien de temps qu'on t'entende? Voilà. Je crois que ton micro n'est pas allumé. Mais tout à l'heure. Oui, non, je disais, je ne crois pas du tout que la réaffirmation, la clarification qu'on est en train de faire en ce moment attise en quoi que ce soit les ennemis de la République et de la laïcité, soit nos adversaires qui sont nos adversaires politiques. Franchement, je ne crois pas du tout qu'on fasse ça. Je pense qu'au contraire, ça nous permet d'être plus forts. Je partage tout à fait ce que tu as dit, à savoir que je ne crois pas qu'il y ait de manière irréductible à l'intérieur de l'espace de la gauche et surtout dans le cœur des électeurs de gauche, une impossibilité à affirmer à la fois notre attachement à la laïcité, à la République et en même temps notre combat contre les discriminations, pour la justice sociale, pour l'égalité. Et donc je ne crois pas du tout que ça attise. Je pense que ça clarifie, mais en revanche, il faut connaître nos adversaires et il faut connaître nos faux amis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui voudraient qu'on ne parle que de ça,
de manière à masquer la réalité des crises dans lesquelles on est, hein, et leur incapacité à trouver des solutions et des solutions crédibles. Vous voyez à qui je fais allusion en ce moment, c'est-à-dire effectivement au gouvernement d'Emmanuel Macron qui est dépassé par la situation dramatique dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Merci Isabelle. Merci à nos invités et comme promis, je vous annonce le résultat du vote. Donc il y avait 3 propositions. La proposition qui a recueilli le plus de suffrages, c'est celle qui a été présentée via la vidéo par Yannick. Au collège, l'enseignement moral et civique doit s'ouvrir à davantage d'enseignements et ne plus être uniquement traité par les professeurs d'histoire-géographie avec 44,1% des suffrages. Je vous invite à rejoindre Luc pour notre deuxième table ronde consacrée à la lutte contre les séparatismes. Merci et à tout de suite.